Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode, dans lequel vous allez découvrir Guylain Masson, chef de projet chez l'éditeur Don't Panic Games et également auteur de jeu. En 2016, il s'est fait connaître avec Not Alone, un jeu asymétrique dans l'espace, édité par Geek Attitude Games. Il est aussi l'auteur de Badass Force et du récent Batman Streets of Gotham City. Guylain Masson m'a accordé une interview lors du Festival international des Jeux de Cannes. On y évoque son parcours et son métier de chef de projet. Il a notamment travaillé sur le développement du jeu The Last Dodge de Gaël de Robien, sorti mi-mars en boutique. Bonjour Guylain, alors je suis avec Guylain Masson sur le Festival des Jeux de Société de Cannes. Ça me fait plaisir de te rencontrer Guylain et que tu aies accepté mon interview. Bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tu es interviewé aujourd'hui parce que voilà, bien sûr, tu es auteur de jeux, mais tu travailles aussi chez Don't Panic Games en tant que chef de projet. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces deux aspects. Okay, ouais. Est-ce qu'on peut peut-être démarrer par ton parcours de joueur ? Comment tu es, toi, tombé dans la marmite du jeu ? J'ai pris plein de détours. J'ai toujours joué, même gamin, je jouais comme tout le monde, à Monopoly, Cluedo, etc. J'ai un souvenir que gamin, je regardais le Tour de France et que je faisais des jeux de vélo. Je créais des petits jeux de vélo avec des espèces d'autocollants pour les maillots et tout ça. D'accord, tu avais déjà un petit peu l'esprit j'avais créatif. Déjà quelque chose comme ça. Après, je suis tombé dans le jeu de rôle. Donc là, c'est vraiment toute mon adolescence jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai jamais arrêté. C'est les années lycée Les années lycée, les années la fac, beaucoup. Quel type de jeu de rôle ? Comme tout le monde, Donjons Dragons. Je suis vite parti sur Vampire, World of Darkness, etc. Parce qu'on a une petite période rebelle et un petit peu dark dans le parcours. Et puis, moi, mon jeu préféré, c'est Shadowrun. Voilà, donc après, là, on part sur des trucs un peu plus costauds. Et puis, voilà, je joue à beaucoup de choses. J'ai vraiment... Est-ce que tu étais meneur de jeu aussi ? Alors, j'étais meneur de jeu le plus souvent. J'aimais bien créer mes univers. Notamment à Donjons Dragons. Donc, j'avais des campagnes que je créais des univers. Et écrire mes scénarios aussi. Ça, ok, donc là tu avais déjà. J'aimais bien, surtout ça m'occupait bien les cours du vendredi après-midi. En fait, j'avais fait le club du lycée, j'ai fait le club après en MJC et tout ça. Donc, d'accord, ok. Une petite vie associative assez intense là-dessus. J'ai même écrit un tout petit peu chez Multisim sur un prozine consacré à l'un de leurs jeux. Okay. C'est mon premier petit contact avec le milieu professionnel du jeu finalement. On est dans quelles années là ? On est dans les années 95-16 peut-être par là. Ouais. D'accord. C'est longtemps, au millénaire précédent comme j'aime bien dire. Donc voilà, et puis après en fait j'ai basculé beaucoup dans le jeu vidéo puisque j'étais un fou de jeux vidéo aussi. Et j'ai eu l'occasion de faire de la pige dans des magazines de jeux vidéo, puis une pige en amène une autre. Donc ça consiste en quoi ? C'est de la chronique j'ai fait beaucoup de reviews de jeux. Et puis je suis rentré en interne après chez PC Jeux, dans le magazine PC Jeux. Je me suis occupé des actualités. Puis après je me suis occupé de la rubrique test. Et puis j'aimais bien prendre l'avion. Donc à un moment on m'a envoyé partout dans le monde faire les conventions, faire les interviews de studio, les previews en fait, vraiment la rubrique preview, les dossiers de couve, etc. D'accord. Ça, j'ai fait Sacrée expérience, ça. Ouais, j'ai vu des gens incroyables. En plus, à une époque qui est assez intéressante parce que je trouve qu'elle ressemble à l'époque qu'on vit actuellement en jeu de société. Il y a eu un boom, ouais, c'est ça. Il y a eu un boom, mais il y a eu un petit basculement. Il y a eu un moment où le jeu vidéo est passé de l'artisanat au professionnalisme. Et je trouve que le jeu de société, on est dans cette articulation-là en ce moment. Alors ça fait un petit moment, mais voilà, on y est, on commence à avoir un peu d'argent, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y avait effectivement la transition, comme tu dis, vers le professionnalisme. Les métiers, c'est devenu des vrais métiers. C'est devenu exactement. Créer des jeux vidéo avec des formations, etc. Donc, moi, du coup, je suis un peu autodidacte en journalisme, même si j'ai passé des trucs après, des diplômes pour être rédac chef, etc. Ok. Et tu as créé un magazine aussi. Alors, je suis resté assez longtemps donc à PC Jeux, puis après à Joystick et d'autres magazines. Donc, c'est dans un grand groupe de presse. Qui a eu des grosses difficultés financières au début des années 2010. Donc moi je suis parti à ce moment-là. Et avec l'ancienne équipe, une partie de l'ancienne équipe de PC Jeux, on avait un nouveau truc qui nous intéressait beaucoup, qui s'appelait l'iPad. Petite tablette là, un peu magique. Et on a monté un magazine gratuit sur iPad. D'accord. Qui était un truc très avant-gardiste parce qu'on pouvait
En fait, c'était un magazine, mais on pouvait lancer des vidéos Interactif. dedans, on pouvait faire zoom, on pouvait faire tourner des images. On avait vraiment toute une technologie qui était assez incroyable. Et comme on était jeunes et fous, on a fait un truc qui a duré 1 an, hebdomadaire, Ok, ouais, avec faut un rythme tenir. de travail très élevé. Et puis au bout d'1 an, on n'a pas perdu d'argent, ça c'est bien, c'est la bonne nouvelle. Mais au bout d'1 an, c'était vraiment beaucoup de boulot. Et là, on a cherché à se faire acheter par plus gros que nous. Mhm. Et puis on n'a pas vraiment trouvé. Donc au bout d'un moment, on a dit bon, on va arrêter avant de s'abîmer la santé. Bah oui, il faut être raisonnable. Voilà, et puis après j'ai eu quelques années un petit peu d'errance où j'ai fait du consulting, j'ai refait un peu de pige aussi notamment pour Jeux Vidéo Magazine, qui est le premier magazine où j'avais écrit, donc c'est assez marrant, il y avait une espèce de boucle Ouais, qui s'est bouclée. J'ai bossé pour un studio de jeux vidéo aussi. ok. Mais tu faisais quoi? Alors j'ai fait du narrative design, c'est-à-dire j'ai écrit les dialogues d'un jeu. D'accord. Je crois qu'il n'en est pas resté grand-chose parce que il y a eu des coupes dans le jeu, etc. Donc ça a été réécrit derrière, mais c'était une super expérience, franchement, avec des gens très sympas. Voilà, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à retomber un petit peu dans le jeu de société. Alors j'ai toujours joué à des jeux de société. En parallèle du jeu de rôle, on faisait toujours des petits jeux. Je me rappelle les jeux de chez Jeux des cartes, les Suprématies, les Runta, des choses un peu comme ça. Donc ça, c'est des jeux auxquels je jouais. T'es pas tombé dans le JCC, toi, qui est très. Alors, j'y suis tombé, mais je suis vite ressorti. J'ai joué à Magic au tout début de Magic et au bout de 2 ans j'avais arrêté. Principalement parce qu'il y avait un jeu carte vampire qui était sorti. Ah, ok. Donc j'ai joué à Vampire et après j'en ai essayé 5-6 sans jamais vraiment être à fond dedans. Je me suis aperçu que ça coûtait quand même très cher et c'est l'époque où on est un peu fauché. Donc au milieu des années 2010, j'ai vraiment commencé à rejouer beaucoup à des jeux de société, aller à des soirées, à faire plein de jeux. Et puis assez rapidement j'ai commencé à recouper des bouts de carton en me disant tiens mais moi j'ai une idée, je préfère ça, je préfère ça. J'ai fait des soirées où il y avait Benoît Bagné qui était en train de créer la boîte de jeux à cette époque-là. Et j'avais un petit proto que je faisais tourner qui s'appelait Yakayo. Ça a intéressé Benoît. Il m'a dit écoute, moi j'ai un premier jeu qui sort chez la boîte de jeux, mais si tu veux, tu peux faire ce jeu avec nous. Ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à le sortir parce que la distribution n'était pas dans le même état, il n'y avait pas Kickstarter. Donc ça avait été compliqué. Et ce jeu, j'ai mis 10 ans à le sortir. Ah ouais. Voilà, et c'est devenu Badass Force. Ah ok, d'accord. Voilà, ah oui, donc il Benoît. était dans les cartons. Voilà, dans je remercie quelques Benoît années. parce que c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et en cherchant à faire signer Badass Force ailleurs, enfin le futur Badass Force ailleurs, j'ai rencontré des Belges de la Geek Attitude Games et eux ils m'ont signé un autre jeu que j'avais dans mon sac, que j'avais fait 15 jours avant en 2 heures. D'accord. Et c'était Not Alone. Ok, le premier succès, Not Ouais, Alone, donc premier sorti succès, en 2016. Ouais, c'est ça. Prix de Boulogne en plus. Voilà, Donc alors j'allais te c'était dire, cool. ça a été, j'imagine, un bon démarrage parce que tu as fait un concours de. Ouais, et puis ça a été une aventure incroyable parce que le truc, enfin moi je fais un jeu, je me dis bon, je vais en vendre 200 et je serai content. Et on va à SN avec le jeu et le jeu il est numéro 1 du Hotness sur Board Game Geek. Donc, et je vois pendant toute la semaine, les gens achètent le jeu, achètent le jeu et on repart, on n'a plus une boîte. C'est un truc de malade. Ouais, tu vois le truc, on s'attend pas. Et je croise des gens, enfin du milieu du jeu qui m'appellent par mon nom, quoi. Enfin, moi ça me fait marrer, quoi. Alors on rappelle que c'est un jeu asymétrique dans l'espace. Asymétrique, ouais. La créature contre, contre les naufragés, voilà, c'est ça. Toi, ça t'a donné des possibles, en fait? Ça a été une carte de visite incroyable. Une carte de visite, incroyable. Ouais. J'ai quasiment jamais sollicité un éditeur pour un rendez-vous. Ah ouais. On aime bien me voir en général. Après, bon, il y a beaucoup de networking évidemment, mais c'est une grosse carte de visite, quoi. Ça m'a mis en évidence. Super. Et ce jeu, il a été vendu à peu près combien d'exemplaires? Tu as une idée? Alors, je sais qu'on avait dépassé les 100 000 et je pense qu'aujourd'hui, on est à 150 peut-être dans ces eaux-là. Après, avec les extensions. Il y a eu des extensions, voilà, il y a eu des extensions qui ont suivi 2017 et 2020. Voilà. Ouais. Puis, c'est peut-être pas fini, on va peut-être faire autre chose avec. D'accord. Donc, ouais, voilà, il y a des idées qui. Il y a des choses. Il y a des idées toujours là. Qui se préparent un peu doucement, mais sûrement. Ok. Et alors justement, quand tu as sorti ce jeu, tu avais déjà d'autres protos en idée ou c'était ça qui t'a dit oui, allez, je continue? Non, j'avais d'autres protos. Alors, il y a eu un truc aussi, c'est qu'à Paris, on a commencé à faire des soirées d'auteurs. Toutes les semaines, j'amène un nouveau proto quasiment. Alors, il y a eu beaucoup de déchets là-dedans, il y a eu beaucoup de mauvaises idées. Mais bon, ça a été très instructif. Et oui, il en est resté quelques jeux que j'essaie toujours d'écouler des fois. Tu as toujours un proto dans ton sac, comme on dit? C'est exceptionnel, cette année, j'en ai aucun.
D'accord. J'ai pas les miens, j'ai plutôt d'autres personnes. Cette année, j'en ai pas amené, mais il y en aura plus tard. Tu parlais aussi que tu avais écrit des scénarios, par exemple, pour des jeux aussi, Oui. des jeux vidéo. Voilà. Tu as aussi écrit des scénarios pour Chronicle of Crime. Oui, j'avais été contacté par David Sicurel, donc, qui est auteur de Chronicle of Crime, qui lui avait créé donc, cet outil, parce que c'est vraiment un outil, son système de jeu, et qui cherchait des gens un peu geeks, on peut dire le mot, pour écrire des choses là-dedans. Donc il y avait Stéphane Anctil qui a fait Noir, qui a fait ambiance polar, etc. Puis moi, je suis parti sur un truc Goonies, Scooby-Doo, Stranger Things. D'accord. Années 80, voilà, nostalgie. Ça n'a pas été facile à faire parce que je voulais avoir une approche très jeu de rôle aussi et avoir quelque chose de pas familial mais pas trop violent, voilà, pas trop sexuel, pas trop. Voilà. C'était un peu l'inverse de Noir. C'était la boîte un peu complémentaire, donc ça a été très compliqué à écrire parce qu'il a fallu développer les outils en même temps. Moi j'ai dit mais ça serait bien qu'on puisse faire ça avec l'application, parce que c'est un jeu qu'une application. Bah oui. Donc, il a fallu on scanne des cartes. Donc mais ça a été une belle expérience aussi. Une autre facette aussi. Une autre facette, voilà. Et puis j'ai toujours eu comme projet d'écrire des livres, vous êtes le héros aussi. Donc, Ah, tu es aussi un passionné de ça mais dans ta jeunesse. Ça, il y aura peut-être des choses prochainement. Ça revient bien, ça aussi. Ouais, ça revient bien. Ouais. J'ai des souvenirs de jeunes plutôt ados, à faire des cartes entières pour refaire le monde. J'ai croisé Ian Livingstone il y a quelques mois, là, il était en dédicace à côté de chez moi et c'est assez marrant de voir la foule de quinquas quadragénaires avec leurs petits bouquins. Moi, j'avais tous revendus, c'était une catastrophe. Moi aussi, du coup, je les ai rachetés. Je les trouve dans certains vides-greniers, on arrive à en retrouver. Ouais. Il y a des collectionneurs incroyables. Et je l'avais déjà rencontré, Ian Livingstone, dans un autre contexte, parce qu'il était dans le jeu vidéo aussi. Ah oui, ok. Tu as eu la chance de l'interviewer en tant que journaliste Je crois que j'avais posé 2-3 questions, mais à cette époque où j'étais à PC Jeux, on ne faisait pas vraiment d'interview. L'interview servait à un propos, mais jamais en brut. Quoi, donc, Ok. On va revenir à nos moutons, on est parti un peu plus loin, mais c'est vrai que là c'est nostalgique. Je pense qu'on est un peu de la même génération. Ceci dit, c'est quelque chose qui te titille d'écrire un livre dans le jeu Vous êtes le héros, une BD dont vous êtes le héros aussi. Non, mais j'ai quelque chose en préparation chez Ton de Panique qui arrive là-dessus. Ouais. Ah ok, bon, voilà. On en parle. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, c'est semi-officiel, voilà, on a un système de Vous êtes le héros un peu nouveau, voilà, qui est prévu. Et donc, c'est moi qui ai créé le système et j'ai fait la première itération. Ouais. Ok, donc à la fois en tant qu'auteur et chef de projet. Exactement. Ouais. Okay. C'est un projet que j'ai développé en interne. Donc, pour DPG, un peu comme Unlock, ça sera pour DPG, uniquement chez DPG, ce système. Ok, bon, ça me hype ça. Ok. Mais ça sera sur des thèmes très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans les livres dont vous êtes le héros. Okay. Des trucs un peu plus... on a plus 12 ans encore. Voilà, d'accord, pour adultes. Pour adultes. Bon, en même temps, donc Panic Game, vous permettez aussi des choses. Heureusement, oui. Bah oui. Justement, on va arriver un peu plus sur l'aventure Don't Panic Game. Comment tu as atterri chez Don't Panic Games, mais aussi d'abord, c'est peut-être commencer par des jeux, je sais pas. C'est arrivé un peu par accident. Je connais Cédric depuis un petit moment, en fait. À l'époque de mon magazine sur tablette, Cédric était parmi les gens qu'on avait consultés pour... Cédric, c'est notre patron. Comment il s'appelle Cédric Littardi. Ok. Et on l'avait rencontré pour éventuellement qu'il investisse dans notre société. Donc voilà, je le connaissais depuis un petit moment. Mais on s'est croisés plusieurs fois à Étourville. Alors Étourville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit magique. C'est une sorte de retraite d'auteur, un peu sur... invitation très select. D'accord. Je l'avais recroisé plusieurs fois à cette occasion et puis je pense qu'il avait vu 2-3 de mes jeux, il aimait beaucoup Badass Force. J'avais trouvé un deuxième éditeur, parce que Badass Force, j'ai dit 10 ans pour le sortir, donc il y a eu une grande aventure. Le deuxième éditeur avait fait un Kickstarter qui n'a pas marché, donc le jeu n'était pas sorti et là lui, c'est vrai qu'il s'était proposé pour reprendre le jeu, du coup on était resté en contact. Et ça s'est joué à Paris et Ludique en 2019, où j'ai appris qu'il cherchait quelqu'un en chef de projet, axé un peu développeur, qui est moi quelque chose qui m'intéressait. Puis j'ai dit tiens, pourquoi pas, ça se tente. Est-ce qu'à ce moment-là, tu travaillais dans quel domaine? J'étais encore dans le jeu vidéo, je faisais beaucoup de consulting et de la pige, j'ai fait 4500 trucs différents. J'ai écrit pour des sites de gamification, des trucs comme ça, voilà. Donc, un peu touche à tout. Et puis j'ai dit tiens, c'est intéressant parce que je vais apprendre des choses. Donc
Et donc ça s'est joué on s'est à Paris et Ludique et au mois d'août je commençais. Donc, Ah oui, ça a été du rapide. ça a été super rapide. Ouais. D'accord. Et alors, donc, en quoi consiste ta mission? C'est quoi ton boulot Moi, au j'aime bien quotidien dire que mon boulot, c'est de prendre un prototype et d'en faire un produit, de l'amener en boutique. Le transformer pour Le qu'il transformer soit pour éditable. qu'il soit éditable, etc. Alors, il y a plein de métiers en fait dans le chef de projet, ça veut tout dire et rien dire en même temps, je trouve. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le développement, c'est-à-dire enlever les bouts de gras et rajouter des trucs intéressants, rajouter du muscle. On travaille avec l'auteur, forcément. Et puis après, une fois qu'on est satisfait du gameplay, c'est trouver les illustrateurs, le matériel, les bons compromis, parce que non, ça va pas être possible, c'est 3500 cartes dans la boîte. Voilà, travailler l'ergonomie Voilà, travailler aussi. l'ergonomie, voilà, il y a plein d'aspects, et puis donc amener le jeu jusqu'au moment où on fait le code barre pour le bateau en Chine. Et tu gères aussi la production ou c'est quelqu'un d'autre? Non, alors la production on a quelqu'un, mais on aide un petit peu. Voilà, par exemple, sur les étiquetages de carton, voilà, ça va être fait chez nous en termes de créer les codes barres. Tout ça, D'accord. voilà. C'est pas la partie qui m'amuse le plus, Oui, de toute façon. forcément. Mais il y a des choses, par exemple, moi, je m'occupe de certaines licences de Japanime. Ça peut être aussi aller vérifier que les noms utilisés sont les bons et aller demander au Japon que si ça va. Quoi. Oui, parce que vous travaillez quand même avec beaucoup de licences. On a beaucoup de licences de Japanimation. Donc moi, je me suis occupé, par exemple, de la gamme Naruto en tant qu'expert de Naruto. Non, je plaisante, j'y connais non, pas. tu connais pas plus que ça. Non, le manga, t'es pas tombé dedans. Non, alors je suis plutôt comics. Ah, ok. Voilà, donc, mais bon, on s'adapte. Bah oui, il faut. Vous avez travaillé avec la team Kaedama, du coup. On a travaillé avec la team, donc ça va, c'est plutôt agréable parce qu'ils savent ce qu'ils font. Donc c'était Ninja Arena. Ninja Arena. Ninja Arena avec le système Clash and Roll. Voilà. Donc tu as travaillé sur ce développement-là, par exemple, si on prend un exemple sur un jeu. Alors sur celui-là, c'est bien parce que c'est quand même la team Kaedama, j'ai pas grand-chose à faire en termes de développement, ils savent où ils vont et voilà, donc c'est juste un petit peu cadrer 2-3 trucs, dire tiens, peut-être là il y a un point de dégâts en trop ou un point de dégâts en moins à faire. Tu as travaillé sur The Last Dodge. Peut-être on peut parler de cette expérience-là. Alors Last Dodge, pour le coup, c'est un jeu où j'ai un peu plus mis les mains dans le cambouis. Donc Last Dodge, c'est un jeu, j'ai changé beaucoup de choses avec l'auteur. Alors rappelle un peu le pitch, parce que c'est vrai que les auditeurs ont peut-être besoin de se remettre dedans. Le pitch de Last Dodge, c'est qu'on est dans un... Alors justement, c'est intéressant parce que c'est moi qui ai fait l'univers, par exemple, du jeu. J'ai construit l'univers autour du jeu. Donc on est dans un futur post-apocalyptique. La civilisation actuelle s'est écroulée. On est dans un monde qui a régressé à un niveau médiéval un peu steampunk quand même. Ouais. Et on va avoir des tribus qui se sont organisées autour de l'ancienne ville de Venise. Et toutes ces tribus ont créé un folklore basé sur les masques du carnaval. Ils ont trouvé des masques dans la boue et ils ont dit tiens, ça doit être comme ça que vivaient les ancêtres. Et donc chaque tribu a sa culture, ses légendes, ses superstitions basées sur The Mask. Donc on a pseudo-médecins de peste, on a des acrobates qui vivent dans la lagune, etc. Et la ville de Venise était sous l'eau pendant très longtemps et là l'eau est partie. Ces tribus se disent il y a peut-être des choses à aller voir dans cette ville. Ils ont tous une légende sur un trésor. Mais c'est pas forcément la même. Il y a une tribu qui pense que c'est une arme, il y en a une qui pense que c'est le savoir ultime ou d'autres qui pensent que c'est un Pokémon. C'est à peu près ce niveau-là. Dans Venise, il reste un gardien qui s'appelle le Doge, qui est une intelligence artificielle, un espèce de robot qui était là pour empêcher les pilleurs d'épaves de venir piller Venise sur la fin. Et donc protecteur, quoi. Le Doge est toujours là, il est toujours actif, il est un peu fou, mais il est toujours là. Et on va pouvoir un peu le manipuler pour l'envoyer sur les autres, c'est l'interaction dans le jeu. Donc c'est un jeu où on va explorer la ville et essayer de trouver des trésors, le trésor, des artefacts du passé, puis aussi taper sur les autres. C'est ça. Le prototype s'appelait Usdracus. Donc par exemple, on a changé le nom. Donc c'était un autre univers. C'était un univers médiéval avec un dragon. Donc il n'y avait pas de doge, c'était un dragon. Il y avait des objets magiques de différentes mythologies. Il y avait des éliminations. Et il y avait déjà ces deux parties, parce que ça tu ne l'as pas expliqué, mais il y a deux parties dans le jeu de fuite. La fuite, c'est quelque chose que j'ai rajouté. En fait, dans le jeu, on va explorer la ville, on va trouver le trésor. Ça m'embêtait un peu qu'on trouve le trésor et c'est fini. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un petit côté un peu trop soudain. Et je dis, en fait, non, une ville comme ça, le gardien, il est peut-être pas content qu'on trouve son trésor. Et donc, il va un peu... pourchasser. Un peu pourchasser, un peu s'énerver. On a tâtonné, puis on a trouvé avec l'auteur donc cette mécanique de dire on va devoir retrouver son chemin pour sortir et
et en temps limité, alors en nombre d'essais limité. Mhm. Donc, ça a donné la fuite dans le jeu. La fuite sous forme Et un peu d'un mar- memory. Voilà. Et c'est marrant parce que ça permet des petits rebondissements de fin de partie. Alors on peut grappiller 2-3 points. Mhm. Comme ça se joue en 15 points, 2-3 points, ça peut faire la différence. Donc ça, c'est un petit twist que tu as amené Voilà, effectivement c'est un lors du petit peu- développement. ouais. L'univers a amené des mécaniques aussi. Donc il y a eu pas mal de versions, pas mal de changements. Et puis jusqu'au moment où on a trouvé le truc bien. Combien de temps vous avez travaillé? Tu as travaillé avec Alors, l'auteur là-dessus c'est et après compliqué sur- parce qu'il y a eu le Covid et le Covid est venu un petit peu casser la dynamique. On va dire le développement pur et dur, 1 an et demi, 2 ans. Oui, donc c'est quand même un gros boulot. Et en parallèle, tu bosses sur d'autres projets quand c'est comme ça ou oui, c'est oui, je m'occupe d'une dizaine de projets en même temps. en même temps? Ouais. Ah ouais, c'est pas évident ça, Voilà, j'imagine. ils n'avancent pas forcément tous à la même vitesse, ils ne sont pas au même rythme. Il y a des choses plus simples, des choses plus compliquées. J'ai un jeu sur une grosse licence de Japanimation, ça fait des années qu'on est dessus. J'ai quasiment tout cassé avec l'auteur quand je suis arrivé. Et enfin arriver à un truc qui me plaît là maintenant. Ouais. Alors, les gens qui ont aimé Notolone ne vont pas être déçus. Oui, donc il faut être persévérant aussi et voilà, se dire bon, on se laisse Ouais, le temps. moi je pense que des fois, si ça va pas, il faut tout casser et repartir à zéro. C'est un travail avec l'auteur. C'est toujours avec l'auteur, ça c'est super important. Il faut que l'auteur il soit dans la boucle parce que sinon. Et toi, Je suis t'arrives. aussi auteur donc j'aimerais pas qu'on me le fasse, C'est ça. donc j'essaie de pas le faire. L'avantage, c'est que tu sais quand on est dans les deux parties, mais justement, Ouais. comment ça se passe parce qu'au final, quand tu donnes de toi sur un Ouais. jeu, tu pourrais presque être co-auteur. Alors comment on Ah travaille ça fait partie du jeu. Hein. On sait que voilà, moi, les choses elles sont claires. Je suis développeur du jeu. Même s'il y a beaucoup de moi, ça reste le jeu de son auteur et heureusement. Enfin, c'est l'auteur qui amène l'idée, c'est l'auteur qui amène les mécaniques de base. Voilà. Et chez Geek Attitude Games, ils avaient dit ça en fait sur Notolone parce qu'ils ont beaucoup contribué aussi sur Notolone. Ils ont dit t'as amené un diamant et nous on l'a taillé. Oui, c'est le rôle d'un éditeur. Voilà. réellement. Et c'est exactement ça. Tu continues d'être Ouais. auteur. Oui. Ce qui doit pas être évident parfois, c'est de choper des idées entre guillemets d'autres et d'en Ouais. faire sienne. Tu vois ce que je veux Alors, dire sans le vouloir. Hein. Ouais, il faut se mettre dans la logique aussi de l'auteur, en fait, de ce qu'il veut dire dans le jeu. Moi, j'ai cette expérience venant de la critique jeux vidéo, c'est que je sais faire la part des choses. J'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps, je dis je déteste Call of Duty, mais j'ai toujours écrit que Call of Duty c'était bien fait. Et la logique elle est la même, c'est pas parce que le jeu n'est pas pour moi qu'il doit pas être bien, quoi. Oui, bien sûr. Oui, ça Voilà. serait trop facile de critiquer. Évidemment, comme on ça. est plusieurs chefs de projet, donc je vais essayer d'éviter le party game à base de pichenette et Oui, tu as quand même un domaine de ouais, prédilection. voilà. Moi, j'ai tendance à me réserver les jeux un peu experts, un peu plus gamer quand même. Vous êtes combien de chefs de projet chez Don't Panic Games? 3-4 aujourd'hui. Alors ça dépend, on a un qui est spécialisé traduction. Il y a un autre chef de projet en interne, on en a deux un peu à mi-temps, un peu en extérieur. Voilà. Alors comment parce que maintenant quand tu as des jeux en tant qu'auteur à Oui. proposer, est-ce que tu es obligé un peu de proposer à Don't Panic Alors- Games avant? Comment ça fonctionne Alors, ça? moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit quand je suis rentré que j'étais quand même auteur et que je me gardais cette facilité d'être auteur. Maintenant, moralement, quand je fais un proto, je le montre à mon boss. Ouais. En Je premier lui dis, quoi. tu as un droit de premier regard, voilà, il n'y a rien de signé, c'est rien d'officiel, mais voilà. Si tu as envie de le faire. Voilà, si tu as envie de le faire, tu peux le coopter Ok. direct. Voilà. D'accord. Donc, À condition que j'attende pas 10 ans qu'il sorte, évidemment, bien sûr. alors pour le coup, c'est le cas hein, sur Batman, ouais. sur DC Batman, donc Streets of Gotham City, faut tout dire quand même. Ouais. Euh, TM, trademark, Ah oui. c'est très important, ils sont très insistants là-dessus. Ah ok. Oui, c'est une licence, donc tu peux pas être à la fois auteur et chef de projet. Non, alors moi là-dessus, je veux pas être chef de projet de mes jeux. Ok. Quand je fais un jeu, pour moi, c'est le meilleur jeu du monde. Il est parfait. Ok. Il est parfait. Il n'est pas parfait, mais pour moi, il est parfait. La version que je propose, c'est la version qui, pour moi, est la plus avancée, la plus nickel possible. Donc j'ai besoin d'un regard extérieur pour me dire, bah non, ça, c'est pas une bonne idée, faut faire comme ça, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas m'occuper. Bah oui. Parce qu'on peut pas se poser Voilà, forcément j'ai eu toutes le les même bonnes problème questions. sur Badass Force et j'ai dit non, à un moment, Badass Force, le jeu était très avancé, donc il n'y avait pas trop de problème, mais à un moment, j'ai dit non, faut pas que ça soit moi qui fasse les dernières finitions du jeu. Donc du coup, tu as un collègue Du qui, coup, j'ai un collègue voilà, qui met les, qui met le nez les mains dedans, dans le voilà. cambouis. exactement. Alors justement, on peut peut-être reparler un petit peu de Badass Force, le dernier jeu qui vient de sortir, Streets of Gotham City. TM, voilà, merci. Badass Force, comme tu disais, tu l'as bien sûr, voilà, il était dans les cartons depuis plusieurs années. Il était déjà sur ce thème des années 80 et 90. Ah, oui. En fait, ça s'appelle Yakayo au départ. Et Yakayo, ça vient d'une émission sur le câble qui chronique des DVD, D'accord. animée par un mec qui s'appelle Yannick Dahan, qui est très sympa d'ailleurs.
et qui était le dernier à chroniquer les films de Van Damme, de Steven Seagal et compagnie, et qui appelait tous ses acteurs les Yakayo. Donc c'est pour ça que le proto s'appelait Yakayo. D'accord. Voilà, et j'ai gardé ça longtemps, et puis je dis en fait il y a un truc à faire, parce que c'est quand même des gens qui se tapent dessus et qui font des vannes, et c'est complètement moi ce que j'ai envie de voir dans un jeu. Et donc le jeu est né comme ça, et la première version que j'ai fait tourner, les gens m'ont dit ah c'est super, mais par contre ça ressemble à un autre jeu. D'accord. Voilà, ça ressemblait un peu à Complot, auquel j'ai jamais joué d'ailleurs. J'ai jamais voulu y jouer depuis parce que je me suis dit bah non, ça va me faire du mal. Et donc finalement je l'ai retravaillé pour que ça soit très différent, pour que ça soit beaucoup plus riche. Et puis à chaque fois il y a des nouveaux personnages qui sont arrivés. Parce que là, on a sorti 16 personnages, mais j'en ai 64 en stock. D'accord. Il y a eu des petites extensions qui arrivent. Il y en a 15 000, on va voir. Ouais, peut-être. J'aimerais bien. Il y a une boîte en Asie, un truc comme ça. Rappelle un peu le dans pitch. Badass Force, en fait, on est producteur des plus grands films d'action qui avaient jamais été tournés en Europe de l'Est. Et donc, on n'a pas eu le budget. Donc, on n'a pas les vrais acteurs. On a des gens qui ressemblent beaucoup. Des sosies, quoi. Des sosies, etc. Et puis, en plus, on a une histoire de frères jumeaux, de clones et tout. Enfin... à côté, Fast and Furious, c'est 15 Oscars. et donc, on va se foutre dessus avec ces personnages. Mais la base du jeu, c'est que c'est un jeu de bluff. C'est qu'on va jouer des personnages, mais on va pouvoir bluffer sur qui ils sont. Et on va charger des armes pour taper sur les autres et faire des points. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que chaque personnage a ses capacités spéciales. Et elles sont très tirées par les cheveux, mais proches des vrais. C'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme, il va être aware. Et donc, il va pouvoir un peu lire le jeu des autres. Schwarzenegger, il s'appelle pas Schwarzenegger, il s'appelle Sylvestre, Arnold, etc. Arnold, lui, il va revenir. Son pouvoir, c'est de revenir, parce qu'il se back. Il se back. Voilà. Oui, il y a plein de petites il y a plein de petites références dans tous les sens. Voilà, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la version VHS et la version DVD. Voilà. Et alors, le truc, c'est que moi, donc, je dis, ça fait 10 ans que je traînais le jeu, et le jeu d'origine, c'était vraiment Expandable, c'était les personnages, c'est vraiment les persos des années 80. Et on s'est dit, mais attends, les jeunes aujourd'hui, Stallone, ne savent pas qui c'est, quoi. Donc on a mis des gens un peu plus modernes, dans les années 90, pour faire une deuxième boîte. Enfin, que tu fasses une version stream, du coup. Ouais, je voulais, version Netflix. Ouais, je voulais faire, en fait, je voulais faire direct ou DVD, et dans direct ou vidéo et stream. Voilà, avec j'ai 64 persos, je peux en faire. Ok. Je peux tenir 10 ans. Il y a qui dans les cartons, par exemple, en perso? Il y en a 2-3 que j'aime beaucoup. Il y a Liam Nielsen, parce que c'est quand même le Yakayo en chef aujourd'hui. C'est quand même le maître étalon du film pourri de Vengeance. Il y a lui, en fait, alors j'ai tout un truc sur l'Asie, en fait, sur les cinémas de Hong Kong, parce que j'ai grandi aussi en regardant ça. Donc il y a les Chow Yun-fat, les Jet Li et compagnie. J'aimerais beaucoup les mettre dans le jeu. Bruce Lee, tu l'avais déjà, non? Non. Non. Je croyais qu'il y avait Bruce Lee. Il y a un personnage qui est absolument... mais les joueurs qui ont joué avec moi au proto se reconnaîtront, mais il y a Kiefer Sutherland de version 24 heures chrono. Trop bien. Qui est incroyable dans le jeu. C'est quoi son pouvoir? En fait, son pouvoir, c'est qu'on donne une carte aux autres, tout le monde. Mais ce qui fait qu'on peut se retrouver avec le même personnage en double dans sa main, etc. Et ça met de la paranoïa sur la table, parce qu'on ne sait plus qui a quoi, et ça met de la confusion. Et c'était l'ambiance de 24 heures chrono. Voilà, c'était... les traîtres et tout. C'est totalement chaotique, mais c'est très très drôle. Ok, donc ça, peut-être un jour, entre nos mains. Ouais, voilà. Ok, c'est cool. Et donc Streets of Gotham City, comment t'es venue l'idée? Comment t'as travaillé autour de ça? Est-ce que parce qu'il y avait une licence autour de Batman? Alors, pas du tout. En fait, le truc Streets of Gotham City, ça fait des années que j'ai envie de faire un jeu avec des voleurs. J'ai fait plusieurs protos. Il y a eu Rogue 2, plein de protos là-dessus. Des choses pas mal d'ailleurs. Et puis, encore une fois, ça marchait pas, j'ai tout cassé. Et j'ai refait un jeu avec des voleurs, et donc cette fois-ci j'avais un truc qui marchait pas mal. Je suis allé à une soirée jeu chez Bruno Feduti, un auteur un peu connu. Oui. Et il m'a dit écoute, c'est pas mal ton truc, c'est encore un peu. Il y a trop de choses dedans, mais en coupant un peu, t'as moyen, donc je l'ai coupé. Et le mardi suivant, j'ai montré ça à mon boss et il m'a dit je te le prends. D'accord. Direct. Donc, content, quoi. Cool. Et là, donc c'est un jeu sur le thème des voleurs. On a essayé de récupérer j'avais une petite idée en tête, en fait, sur une licence d'un bouquin. Et on a essayé de le récupérer. Et là, on n'a pas pu parce que Netflix avait coopté les droits, et donc on touche pas. D'accord. C'était quel univers? Les salauds gentilshommes, Locke Lamora. C'est une série de bouquins de fantasy que je ne saurais que trop recommander. C'est des histoires de voleurs. Avec un voleur qui est plus malin que tout le monde. Donc ça collait super bien, mais voilà, on n'a pas eu ça. Puis donc on a cherché
un autre univers qui collerait bien avec ça. Et puis voleurs, les voleurs c'est un peu bateau. Mafia, non, ça marche pas trop les jeux de mafia, etc. Et puis en fait, assez rapidement, mais en fait, ça marcherait bien Gotham. Et comme on travaille avec Cryptozoic, qui fait le DC Deck Building, et que Cryptozoic a la licence Batman, on s'est dit si on fait le jeu avec Crypto, on devrait pouvoir avoir la licence. Donc on leur a proposé, et puis ils ont été super cool. Ils ont dit oui, bien sûr. Et donc le jeu va sortir aussi en anglais, ça c'est bien pour moi. Ok, c'est super, ouais. On a eu accès à la licence Batman et donc on a travaillé avec Warner, puisque c'est Warner qui a la licence là-dessus. Et ça s'est plutôt bien passé quand même. Est-ce que toi c'est un univers que tu kiffais déjà, cet univers-là? Alors moi je suis plutôt Marvel. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis plutôt Marvel, mais j'aime beaucoup Batman. Ok. Voilà, en l'occurrence on le voit pas. En l'occurrence on le voit pas. En plus c'est ce qui m'intéressait dans le jeu, c'est qu'on le voit pas. Et j'avais aussi cette référence, en fait, il y a un jeu qui est sorti il y a une douzaine d'années maintenant, 10-12 ans, chez WizKids, où on jouait des méchants dans Gotham. Ouais. Et il m'avait vachement marqué ce jeu, et j'ai dit, ça c'était un truc que j'aimais bien. Mais là, on jouait vraiment les grands méchants. Là j'ai dit, on pourrait faire ça, mais presque au niveau de la rue, quoi, vraiment au niveau des petits malfrats. Donc c'est pour ça que le jeu est dans les rues de Gotham et pas dans les grandes tours de Gotham. Ah, donc là, on joue des personnages, enfin tous les méchants. On est au service des méchants. On est au service des méchants, oui. On va jouer, les sergents recruteurs. C'est vraiment les méchants, en fait, veulent partir à la conquête de Gotham, puisque Batman n'est pas là. Ils ont besoin d'hommes de main, ils ont besoin. Le Joker a toujours son armée de clowns, etc. Les artistes de cirque pour le pingouin. Donc voilà, on va leur fournir ces gens-là. Donc on part dans les rues pour recruter des malfrats, des gangsters et ainsi de suite. Et voilà. Et on va travailler pour 2 super vilains à la fois, qui sont des scorings un petit peu dans le jeu. Donc si on travaille pour le Joker, par exemple, il faut des petits vilains, des petits malfrats. Mais si on travaille pour Harley Quinn, elle veut des gros, elle, par exemple. Il faut des gens un peu prestigieux. Ce qui est sympa, c'est tous les combos de cartes, en fait. Oui. C'est vraiment basé là-dessus, sur les alliances, effectivement, entre les cartes. En fait, quasiment 90% des cartes combattent avec une autre carte. Ouais. Et donc, c'est un jeu de combien de joueurs? 2 à 5. 2 à 5, ouais, c'est ça. 2 à 5 joueurs. Avec des objectifs communs. Alors, en fait, on a toujours un objectif commun avec le joueur à côté de soi. Ouais. Et donc, quand on joue à 3 avec 2 joueurs à côté de soi. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on se bat aussi sur ces objectifs-là. Donc, mais ça reste secret pour les autres joueurs. Donc, c'est ça. Il y a des cartes qui permettent d'aller voir quand même. Il y a des cartes qui permettent d'aller voir. Ok. Est-ce que tu as d'autres projets là, du coup, en tant qu'auteur chez Don't Panic ou ailleurs? Chez Don't Panic, donc j'ai cette histoire de livre dont vous êtes le héros un peu revisité. Et puis après, j'ai des choses, mais je peux pas trop en parler pour l'instant. De cette histoire de livre dont vous êtes le héros, là, vous travaillez sérieusement dessus, ça avance Moi, le manuscrit est prêt, c'est-à-dire tout est prêt de mon côté. Ah oui, d'accord. Donc là, il est dans les mains du chef de projet, qui est en train de mettre tout ça en forme. Mais voilà, tous les textes, les énigmes et tout ça dedans sont calés. Oui, donc c'est déjà bien parti. Voilà, ouais. Je reviens juste sur Batman parce que en termes d'illustration, vous n'avez pas pu faire n'importe quoi, forcément. Non. Alors, on a eu accès, merci Warner, au coffre-fort de Warner, dans lequel il y a des milliers d'illustrations de Batman. Donc ça, c'est super. On fait son marché, on dit j'aime bien ce dessinateur-là, j'aime bien celui-là. D'accord. Donc ça, c'est très sympa. On a eu juste 2 petites restrictions qui ne sont pas non plus insurmontables. C'était pas d'armes à feu et pas de sang. Donc ça va. Et après, Warner nous a demandé au niveau de certaines traductions aussi de prendre des nouvelles traductions. Donc c'est pour ça que dans le jeu on a The Joker et pas le Joker. Ah ok. Voilà, c'est des petits détails. détails et des choses par exemple Harley Quinn. En fait dans le jeu on a les super vilains, mais il y a un niveau un petit peu en dessous qui sont les complices, qui sont des méchants mineurs qu'on va croiser dans la ville. Et nous on dit non, Harley Quinn c'est pas un méchant mineur, c'est une super vilaine. Oui d'accord, donc il y avait quand même tout ce droit de regard. Il valide chaque étape aussi justement, le jeu final. Je crois qu'on a eu 2 ou 3 phases de validation, ce qui est pas gigantesque. Franchement c'était plutôt du bonheur. Ouais. C'est top. Et donc il est tiré à combien d'exemplaires ce jeu? Il est destiné à quel marché du coup? Alors pour l'instant j'ai pas trop les chiffres. Okay. Là on a le tirage français parce que Cryptozoic en fait met un petit peu son nez dans la maquette pour faire un peu sa maquette à sa sauce pour les US. Donc là pour l'instant il est sorti que pour la France. Après sur les tirages c'est quelques milliers de boîtes comme on fait le plus souvent. D'accord. Sur un premier tirage. Okay.
Et il est vendu, je crois, 27 € et 25 € pendant le festival de Cannes, avec signature de l'auteur. Bah, malheureusement, le podcast sortira Voilà. après, les gens sont frustrés. Eh ben oui, j'imagine. Bah ouais, vous êtes distribué par Asmodée, donc ça va peut-être quand même partir un peu plus J'espère, loin tout ça quand oui, même. Oui, il y a des chances, oui. Bon, ok. On en reparlera dans quelques mois peut-être. Est-ce que tu veux rajouter autre chose à toute cette expérience ou les projets à venir? Est-ce que tu as le droit de dire ou alors, pas? dans les projets, j'ai un jeu de rôle dans les cartons. Ah, donc tu y reviens. Voilà, j'y reviens. Je suis en train d'écrire un jeu de rôle avec un camarade. Rôliste aussi? Ouais, rôliste. Et on essaie de faire un truc un peu sérieux. Donc l'idée, c'est quand même de finir dans les boutiques à un moment ou un autre. Ça, c'est gros boulot aussi, ça. C'est démentiel. Ah bah, je vais bien croire. Dans quel univers tu parles? C'est c'est du Napoléon Punk. Waouh, ok. Voilà, ça va se passer dans une uchronie napoléonienne où Napoléon n'a pas perdu à Waterloo. D'accord. Et on est donc 3 ans plus tard dans un Paris un peu bizarre parce qu'il se passe des choses. Il y a des rues qui disparaissent, il y a des gens qui devraient être morts mais qui ne sont pas morts, voilà, des choses un petit peu mystérieuses. Et il y a un monsieur qui s'appelle Vidocq qui a une unité spéciale de la police et qui va réunir des gens un peu extraordinaires pour l'aider à voir ce qui se passe dans ce Paris napoléonien bizarre. Ok, bon bah écoute. Ouais. Donc là, tu en es à la phase d'écriture. Essayer de trouver un système de jeu. On a le système de jeu, Okay. on a quelque chose de très avancé. Là, on est plus en train d'écrire les campagnes en fait, pour pouvoir proposer vraiment le jeu et du suivi directement clé en main. Et ce sera plutôt éditeurs. du jeu pour déjà des gens initiés, rôlistes déjà? C'est plutôt rôliste, ouais. Ok. Ouais. Bon bah écoute. Voilà, on est des vieux de la vieille, on fait un truc. Voilà, c'est pour déjà les experts de quelques années. Voilà. Je te propose qu'on termine le podcast par le petit jeu du portrait chinois ludique. D'accord. Voilà. Donc je te pose 3 questions. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu? Le deck building. Il y en a beaucoup qui me répondent ça. C'est fou ça à chaque fois. C'est ma préférée. Ouais. Et pour quelle raison alors? C'est une frustration. J'ai adoré jouer à Magic et aux jeux de cartes à collectionner, mais je suis une catastrophe pour créer un deck. Ok. Je sais pas faire un deck, je sais pas m'arrêter à 60 cartes et j'ai envie de tout mettre dedans et tout est bien, je vois des combos partout. Et le deck building répond un peu à ça, répond à ma limitation là-dessus parce que je peux pas faire n'importe quoi en deck building, j'achète une carte à la fois et ça se passe bien. Oui, et puis il y a vraiment le côté où Et on ne puis, fait qu'améliorer aussi, et puis il y a logiquement. plein de choses possibles en deck building. Maintenant, on mélange le deck building avec du placement d'ouvriers, deck building plus quelque chose. Et ça, c'est des choses ça te donne envie de créer des choses? Oui. Ouais, ok, bon. Bah, techniquement, Not Alone est un deck building. Oui. Pas énorme, mais on achète des nouvelles cartes dans le jeu. Mais il y a d'autres choses à venir peut-être dans ce... Il y a une chose à venir, oui. Ok. Et si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt compétitif, plutôt alors, je serais un coopératif avec traître. Ah voilà, d'accord. Ça m'étonne pas. Voilà. Alors, non, en fait, c'est ça. J'aime beaucoup les coopératifs, mais j'aime pas y jouer parce qu'un coopératif, on a toujours un joueur qui est l'alpha et qui va dire aux autres ce qu'il faut faire. Et c'est très énervant. Et quand on rajoute un traître, on n'a pas cet effet-là parce qu'on ne peut pas avoir confiance. C'est ça. On se méfie de tout le monde. Et on se méfie de tout. Et donc voilà, l'idée qu'il y ait un traître permet pour moi d'atténuer l'effet alpha et donc c'est cool. Ouais. Et puis ça donne beaucoup de sensations à table en général. Voilà. Et puis Battlestar Galactica, c'est le meilleur jeu du monde. Si tu étais un illustrateur de jeux de société. Oh, ça c'est dur. C'est dur parce que je vais me fâcher avec des gens si je dis certains et ça. Si j'étais un illustrateur de jeux de société, c'est très compliqué. Allez, je vais faire de l'autopromo. Peut-être Martin Mottet qui travaille avec nous. En interne? Ouais, ce qui a travaillé sur l'Asdoge. D'accord, ok. Qui fait des chouettes dessins. Mais les autres dessinateurs sont super aussi. Mais je veux bien croire. Oui, non, mais ça, voilà. Les gens ont toujours peur en fait quand ils me répondent. Ouais. Ok, bah écoute, tu vas peut-être pouvoir rebondir aussi sur cette question. C'est si tu as quelqu'un à me proposer à mon micro pour une prochaine interview, tu penserais à qui? C'est pareil, c'est un truc pour se fâcher avec les gens, ça. Non, pas forcément, parce que c'est une chaîne, tu vois. C'est une chaîne. Ça peut être effectivement auteur, illustrateur, éditeur, mais ça peut être aussi justement un travailleur de l'ombre, un métier. Je vais pas te citer quelqu'un en particulier, mais une profession. Bah voilà, par exemple. Un maquettiste. Ah, ok. Les gens qui mettent nos jeux en forme, ils font des miracles parfois. Il y en a plein, mais je pense qu'il y a quelque chose à... Métier de graphiste, maquettiste, graphiste, pour maquettiste, rendre le jeu vraiment jouable, en fait. Voilà. Aussi.
Voilà, souvent sur l'ergonomie, etc., ils trouvent des idées que nous, on n'a pas. Et puis moi, j'ai aucun sens artistique et je suis toujours en admiration. C'est une chaîne de travail. Voilà, Donc, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Hein, donc, si on n'a pas une bonne maquette, le jeu n'existe pas non plus. Hein. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Il suffit de voir la tête de nos protos. Bon bah écoute, c'est noté. Je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interview, puisque voilà, en tant qu'ancien journaliste, c'est pas toujours facile de se prêter à ce jeu-là. Donc je te propose qu'on termine le podcast quand je termine à chaque fois les interviews, mais aussi les vidéos sur YouTube. D'ailleurs, j'invite les gens à aller écouter et d'aller voir les reviews, puisqu'il y a des bonnes reviews, notamment du dernier jeu que tu as sorti. Voilà. Super. Au jeu de Guilherme Masson, tu joues quoi? Et le tu joues quoi? On le fait ensemble. D'accord. Ça te va? Ok. Alors, au jeu de Guilherme Masson, tu joues quoi? Merci pour votre écoute attentive à chaque épisode. Je vous invite aussi à aller visionner les vidéos de David sur la chaîne YouTube Tu joues quoi? Si vous aimez nos contenus, pensez à nous poster des commentaires, à parler de nous et si vous le souhaitez, à nous soutenir avec un super merci. Dans le prochain épisode, je vous emmène à la rencontre de François Bachelard, auteur de nombreux jeux et le fondateur de Nostromo Édition. Restez bien à l'écoute!